Ce qui m'a amené à venir au Sénégal. Il faut vous dire d'abord ce qui m'a amené à quitter Haïti. Je crois qu'il faut commencer par là. J'avais entre 18 et 19 ans. Nous étions au lycée. Et c'était après la guerre en 1946. Le bruit des vagues ne vous gêne pas? Pas du tout. Nous étions au lycée Pétion, à Port-au-Prince. Et les problèmes du monde ont commencé à se propager et du fait de la guerre et les problèmes politiques, les droits de l'homme, la démocratie. Avant cela, avant la guerre, nous ne souffrions, nous ne subissions pas de cela. C'est après la guerre que ça a commencé vraiment. Nous avons commencé à nous politiser. Il y avait en Haïti une dictature. C'était la dictature d'Élie Lescaut. Il n'y avait pas de parti politique. Il n'y avait pas de journaux autres que le journal du gouvernement. Il n'y avait pas de syndicats, il n'y avait pas de coopératives, il n'y avait pas d'association de jeunesse et tout cela. Et nous avons créé nous-mêmes un petit journal manuscrit que nous passions de main en main entre les élèves du lycée. Ce petit journal s'appelait La Ruche. Au moment où nous commencions à nous politiser, nous avons demandé l'autorisation au gouvernement de faire paraître un journal imprimé. Les gens du gouvernement ont dit que ce sont des jeunes, des poètes, et ils ne sont pas dangereux, laissez-les imprimer leur journal. Ils nous ont donné l'autorisation. Et nous avons commencé à poser les problèmes politiques de la démocratie et des droits de l'homme. Nous devions recevoir à l'époque André Malraux et André Breton. Les hommes du gouvernement n'étaient pas contents et ils ont fermé le journal. Et ils ont fait venir deux d'entre nous en prison, au bureau de la police, disons pas en prison. C'était René Despestre, Théodore Becker et les élèves du lycée ont fait grève contre ces arrestations et des manifestations ont commencé à se produire. Et pour la relaxation de nos deux camarades et des manifestations de rue, après 4 jours, 16 jours de manifestation, et tout le pays a participé à ce mouvement de contestation politique et le gouvernement a été renversé par l'armée. Parce que l'armée ne pouvait plus
maîtriser la situation et a été obligé de faire partir ce gouvernement, le gouvernement d'Élie Lescaut. Et à ce moment-là, les journaux ont pullulé, les journaux, les partis politiques, les syndicats, les coopératives, les associations de jeunesse. Et il y avait une ère démocratique qui a commencé à se manifester. Et c'était fantastique et euphorique en même temps, que l'on pouvait dire tout ce qu'on voulait à ce moment. Et nous autres, nous étions de grands lecteurs de Karl Marx, de Lénine. Et ce qui aggravait notre cas. Et nous avons obligé le gouvernement militaire qui s'est constitué à organiser des élections libres et qui ont eu lieu. Et on a élu un gouvernement démocratique qui s'appelait du Marseille estimé, un gouvernement démocratique. Et ça a été une période euphorique, 3 ans de démocratie. C'était en quelle année ça? 1946 à 1949. En 1950, les militaires sont revenus, ils ont renversé le gouvernement démocratique et ils ont pris la place. Et à ce moment-là, ça a commencé à se gâter, ça a commencé à connaître une forme de pourrissement politique. Le gouvernement militaire qui s'est installé a commencé à rétablir la dictature que nous avions renversée à ce moment. J'ai eu le temps de faire mon droit et à la faculté, à l'université de Port-au-Prince. Et ce gouvernement a fermé notre journal, ou presque tous les journaux. En tout cas, j'étais journaliste, j'étais devenu journaliste politique à ce moment. J'écrivais dans un journal qui s'appelait La Nation. Le gouvernement a envoyé des soldats briser les marbres de l'imprimé qui éditait le journal à ce moment-là. Et nous avons commencé à avoir des problèmes. Et donc, petit à petit, nous quittions le pays. René Despestre a été le premier à s'en aller. Et Jacques Alexis, qui était de 5 ans plus âgé que nous, et était entre autres devenu médecin, et est parti se spécialiser dans la neurologie en France et à devenir un très grand écrivain. Il a commencé à écrire son premier ouvrage, son premier roman, Compère général Soleil. Et moi, j'étais je suis parti en 1955. 1955. J'avais 25 ans. Je suis allé au Canada. Le Canada, pour moi, n'était pas une dictature,
Mais la vie politique n'était pas très favorable à l'épanouissement politique et des jeunes de l'époque. C'était un pays qui était beaucoup trop dominé par le cléricalisme. C'était très clérical, avec Duplessis, qui était alors Premier ministre du Canada à l'époque. Donc, je n'ai vécu que 2 ans au Canada, et à Montréal. Et de là, j'ai eu une bourse pour parfaire mes études ou en faire d'autres. Je suis allé au Centre européen universitaire de Nancy, et qui préparait les cadres pour l'Europe. C'était un institut international qui recevait des jeunes de toute l'Europe. Et il n'y avait que 2 parmi nous qui n'étaient pas de l'Europe, c'était un Vietnamien et moi-même. Mais quand même francophone. Et donc, j'ai quitté le Canada pour aller à ce centre universitaire de Nancy. Et après une année d'études, et je suis allé faire un tour en Russie, invité à cette grande réunion de la jeunesse du monde qui se déroulait à cette époque-là à Moscou. Et au retour de Moscou, j'ai bénéficié d'une bourse de l'Union internationale des étudiants pour l'Allemagne. Et je suis allé à Leipzig, à l'université Karl Marx, et dans un institut qui s'appelait Institut für Allgemeine Geschichte, Institut pour l'histoire générale. C'est en Allemagne que j'ai commencé à déchanter, à perdre mes illusions politiques, parce que c'était aussi une dictature. C'était la DDR à l'époque. Et c'était la même situation qu'en Haïti. Il n'y avait pas d'autre parti que le parti marxiste, le parti communiste. Je devais faire un doctorat d'histoire. J'ai commencé le travail, mais c'est à ce moment-là que la Guinée est devenue indépendante, la Guinée de Conakry, et Sékou Touré, devenu président de la Guinée, a fait un appel aux hommes de bonne volonté pour venir l'aider à débarrasser le pays et des séquelles du colonialisme. J'ai quitté à ce moment l'Allemagne et je me suis retrouvé professeur d'histoire de l'Afrique au lycée de Conakry, en Guinée. J'ai passé 4 ans en Guinée. Mais la Guinée Sékou Touré donnait des signes inquiétants de malgouvernance à l'époque. Et voilà que je me retrouve encore dans un état de malaise à subir un régime politique qui n'était pas du tout favorable à l'épanouissement politique. Donc j'ai quitté la Guinée
pour venir au Sénégal, qui n'était pas non plus une véritable démocratie. Mais le Sénégal était dirigé par un poète, c'était Senghor, Léopold Senghor, qui faisait tout pour épanouir le développement de la culture. Senghor disait, la culture est au bout, est au commencement et à la fin du développement. Et c'est lui qui, le premier, a organisé, d'abord, créé un théâtre, le théâtre Daniel Sorano, et en même temps, organisé le premier festival des Arts Nègres. Et ça a été une période faste au Sénégal à l'époque, sous la gouvernance de Léopold Senghor. Je suis devenu conseiller culturel au ministère de la Culture et aussi secrétaire général de la conférence des ministres de l'éducation des pays francophones. Donc j'ai passé 25 ans au gouvernement du Sénégal et tout le règne de Senghor, le règne d'Abdou Diouf. Et puis, après Abdou Diouf, et je pense que c'est sous le gouvernement de Wade que j'ai eu ma retraite. Sous Senghor, déjà, j'avais commencé à construire cette petite maison que je vous ai fait visiter. Mais c'était une petite maison qui me permettait de venir le week-end pour écrire et changer d'air et retrouver un petit peu l'enfance, la mer et ce qui ressemblait un peu à ma ville natale. Et la proximité de la mer. À la retraite, je me suis mis à la sculpture. J'ai commencé à créer des œuvres sculpturales et à écrire. C'était l'influence de Senghor. C'est alors, en 1974, que j'ai écrit un recueil de poèmes que je vous ai montré. Poème du village de Toubab Dialaho. Une nouvelle carrière s'est entamée. Je me suis installé, je suis tombé amoureux de ce coin, de cette région. Le village était unique, il n'y avait pas d'étrangers dans ce village à l'époque. J'ai été le premier étranger à m'installer. Et j'ai commencé à bâtir moi-même avec des matériaux de récupération et construit avec du marbre de récupération, du marbre vert et du marbre d'Italie qui étaient des chutes récupéré à partir de la construction des banques. Et puis, c'est avec ça, aussi le marbre de Kédougou, que j'ai commencé à sculpter. Des jeunes des villages ont commencé à venir et s'intéresser à mes créations, à ce que je faisais, sur le plan théâtre aussi. Et nous avons commencé
et à créer des spectacles. Des gens sont venus, mes amis d'abord, et ensuite des étrangers. Et ont construit à côté de moi. Et moi, avec tout le temps libre que j'avais, à la retraite, j'ai commencé moi-même à construire pour accueillir tous ceux qui venaient de l'étranger et de la ville et des autres pays africains. Et c'est au fil des années, en construisant toutes ces maisons, que c'est devenu ce que vous voyez aujourd'hui. Non seulement les constructions que j'ai eu l'occasion d'édifier, mais aussi toute la région des deux côtés du village est devenue une cité assez riche, assez somptueuse, avec de très belles villas. Et le village a beaucoup changé. Et il n'y avait pas d'école quand je suis venu. Nous avons édifié une école élémentaire d'abord, et puis des jeunes ont continué leurs études, ont voyagé, ont rencontré des étrangers. Cela a fait une symbiose entre l'art et le tourisme. Et les gens ont commencé à venir en visite à Sobobada. Et j'en ai profité en l'an 2000 pour construire un autre endroit, dans un autre lieu, en pleine brousse, dans un endroit où il n'y avait pas une seule maison, sur une colline. Eh bien, cet endroit s'appelle Ndougouma, ou bien Nangouma. Ce sont des termes sérères